Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Mon invité du jour est Romain Gérard, un homme qui allie, un jeune homme même, qui allie métier et passion. Bonjour Romain. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté mon invitation et je remercie aussi, j'en profite, Michel Silva qui nous a mis en relation. Et est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, te présenter un peu ? Alors, enchanté, je suis Romain Gérard, donc j'ai 29 ans, je suis handballeur, passionné handballeur, je viens de Meurthe-et-Moselle, de Nancy, je suis originaire natif de Nancy. Et donc du coup, voilà, j'ai grandi dans le milieu du sport et du handball, découvert par mon frère, qui l'a fait bien avant moi. Et donc du coup, j'ai jamais décroché de ce milieu-là, et puis j'en ai fait ma passion et mon métier, en étant salarié au club de Ville Handball, donc un club situé dans la périphérie de Nancy. Et voilà, aujourd'hui, je suis en couple, j'habite à Nancy et je suis ravi de faire partie de cette interview et donc du coup, j'en profite aussi pour remercier Michel Silva qui nous a mis en relation également. D'accord. Alors, handballeur, est-ce qu'on peut dire, puisque tu vis du handball, hein, c'est ta passion, est-ce qu'on peut dire handballeur professionnel ? C'est, même si j'imagine que c'est réservé à une forme d'élite. C'est ça, alors on n'est pas dans cette élite-là, moi je suis handballeur semi-professionnel, Ouais. donc du coup je ne vis pas grâce au handball auquel je pratique. Moi je suis salarié dans un club, donc je m'occupe de développer le club, en somme je suis un chargé de développement, et donc du coup ça par contre c'est ce qui me fait vivre, donc du coup j'ai réussi à trouver dans on va dire le coaching, l'entraînement, la formation, les transmissions de valeurs que j'ai apprises quand j'étais petit et les diplômes que j'ai passés du coup en amont pour justement me permettre d'accéder au travail dans ce genre de structure, ce qui m'a permis du coup d'allier passion et métier. Donc voilà, moi je joue en National 1 qui est le 3e niveau national, voilà, ça commence à jouer. Oui. On est à l'antichambre du monde professionnel, mais je ne suis pas professionnel en tant que joueur. D'accord. Oui, tu as un excellent niveau, mais il n'y a pas que le handball dans ta vie, tu es aussi co-créateur d'entreprise très tôt, j'ai 28 ans. J'ai cofondé une entreprise avec 2 de mes associés qui sont plus jeunes que moi encore, qui ont 6 et 5 ans de moins que moi. Vraiment... on est des jeunes entrepreneurs, on a voulu au sortir de la crise sanitaire créer une entreprise pour aider majoritairement les étudiants mais aussi tous les Nancéens. On aime cette ville, on la fréquente depuis notre plus jeune enfance et donc du coup on a voulu créer cette entreprise pour venir en aide aux étudiants, pour leur proposer des bons plans, des réductions, des promotions, pour justement leur permettre d'améliorer leur quotidien de vie, parce qu'on s'est rendu compte que voilà, au sortir de la crise, beaucoup d'étudiants étaient dans le besoin, que ce soit le besoin d'aller dans un restaurant, le besoin d'aller se vêtir, le besoin d'aller faire la fête. Justement, on a voulu rassembler une idée, un concept qui se veut aider et accompagner au mieux les étudiants pour leur offrir davantage en termes de réduction, promotion et avantages, bon plan. Et aussi également dans un double enjeu, soutenir les commerçants locaux dans une démarche locale, responsable et engagée. Donc voilà, on veut aussi soutenir ces commerçants qui ont besoin de visibilité, c'est totalement gratuit pour eux et ça ne les engage à rien, si ce n'est juste voilà, de faire un bon plan, une promotion en fonction de leurs produits et leurs services qu'ils vendent au quotidien. Mmh. D'accord, on y reviendra un peu parce que c'est vraiment une initiative très sympa. En plus, vous avez fait déjà un super travail. Vous n'avez pas fait que les bons plans. Vous faites aussi des jeux, des concours. Ouais, des jeux concours, ouais. Il y a pas mal de choses comme ça. Vous êtes assez dynamique, mais je voudrais qu'on y revienne un tout petit peu plus tard. Revenons au handball. Alors, comment finalement, lorsqu'on est jeune, au-delà de la passion du sport, comment fait-on pour
je connais beaucoup de jeunes, j'ai travaillé beaucoup avec des étudiants qui aimeraient vivre de leur passion. Alors j'ai déjà rencontré à ce micro, et je les en remercie, beaucoup de personnes qui vivent de leur passion et ce n'était pas évident au départ, que ce soit Stéphane Brognard, l'ultra-trailer aventurier, que ce soit Sophie Loubière, qui vit maintenant de l'écriture, et beaucoup d'autres, Christophe Bichet, je ne vais pas tous les citer. Comment est-ce que finalement, très tôt dans la vie, parce que je crois que tu as découvert le handball dès l'âge de 5 ans, me semble-t-il. C'est ça. Ouais. Et donc, comment est-ce qu'on arrive finalement à en vivre, enfin voilà, en faire son métier? Comment c'est possible? C'est quoi ton parcours? Le parcours, c'est vrai que mon parcours est plutôt atypique, mais voilà, comme nous tous, hein, bien sûr. On a tous des parcours. Je pense qu'on est tous, on a tous des similitudes et une singularité dans nos parcours de vie. Et c'est vrai que le fait d'être original et d'être peu commun nous rassemble tous. Mais aujourd'hui, en fait, voilà, j'ai découvert le handball grâce à mon frère, comme je disais dans ma courte présentation, et j'ai jamais décroché. J'ai eu la chance de vivre des années vraiment très fortes émotionnellement et sportivement, où on était dans une très bonne génération. Et aujourd'hui, mes copains du handball sont aujourd'hui mes amis, et on se voit encore souvent, quotidiennement ou hebdomadairement. On se voit pour se retrouver autour d'un verre et pour discuter, pour partir en vacances ensemble. Et donc aujourd'hui, force est de constater que le handball m'a permis de créer du lien social, m'a permis de me retrouver, m'a permis de m'ouvrir aux autres, et m'a surtout permis d'évoluer en tant que sportif, mais aussi en tant qu'homme. Et au fur et à mesure, quand j'ai grandi, je me suis investi dans ce club en tant que jeune dirigeant à l'âge de 17 ans pour coacher une équipe jeune, en moins de 11 ans, avec un coach un peu plus expérimenté pour apprendre un peu les rouages de comment on pouvait encadrer une équipe, accompagner des jeunes. Et au fur et à mesure, j'ai passé des diplômes dans le hand, donc des diplômes fédéraux qui m'ont permis de me confirmer dans mon cursus, de m'apporter aussi d'autres savoir-faire, d'autres savoir-être, et d'acquérir une certaine expertise sur certains domaines. Et voilà, j'ai passé des diplômes aussi, une licence, j'ai passé un diplôme universitaire en préparation mentale et préparation physique, ce qui m'a permis d'acquérir certaines compétences. Et aujourd'hui, j'accompagne dans ma structure les jeunes entraîneurs qui sont en formation. Je les aide à avoir une vision de coach en fonction de ce qu'ils veulent faire plus tard. Moi-même, j'entraîne aussi les U18 nationaux qui jouent dans ma structure. Et aujourd'hui, on a réussi à monter tout un cursus de formation qui nous permet aujourd'hui de se dire un jeune entraîneur qui souhaite se former, qui souhaite intégrer un staff, on a peut-être quelque chose à lui proposer, que ce soit sur un temps de travail, sur un accompagnement en dehors de son travail. Et aujourd'hui, j'ai réussi à faire de ma passion de métier dans l'accompagnement, dans la formation de jeunes joueurs. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que moi, tout ce que j'ai appris quand j'étais jeune par les entraîneurs qui m'ont formé, parce que j'ai vécu et parce que ce dont je me souviens, j'essaie de le refaire transmettre en simple passeur, si j'ai envie de dire, et ça me permet de voir un peu les comportements évoluer. Aujourd'hui, notre plus beau rendu, notre plus belle, notre plus beau retour, c'est d'avoir les parents qui nous disent à la fin de l'année, ou les jeunes qui viennent nous voir pour nous dire merci de m'avoir fait évoluer, merci de m'avoir fait prendre conscience que j'ai gagné en assurance, j'ai gagné en autonomie, j'ai gagné en rigueur, j'ai gagné en ci, en ça, en telle caractéristique. Et aujourd'hui, c'est notre plus beau rendu quand on voit le travail qu'on fait, que le travail qu'on peut rendre derrière. Tu nous parlais de ton parcours de diplôme. Alors, d'abord, tu as débuté le hand, tu as été joueur de hand, et puis après, tu as décidé d'en faire ton métier. Tu dis que tu as suivi une licence, et puis un master Alors, comment ça s'est imbriqué? Oui, comment est-ce que l'on suit ces cursus finalement? J'ai fait un bac général, et puis au sortir du bac général, j'ai été poussé à faire une licence. J'ai fait un DUT technique de commercialisation. Ah oui, donc rien à voir. Je suis dans le commerce, issu du commerce marketing à la base. Donc d'accord, donc tu n'as pas fait quelque chose de spécifique au sport dans un premier temps, tu as fait un DUT Tech de Co? Non, j'ai fait un DUT Tech de Co, une licence commerce marketing dans une école de commerce à Nancy. Oui. Et suivi de ça, j'ai pas forcément trouvé d'entreprise pour une alternance, pour un master ou même pour commencer à travailler dans le monde du commerce. Donc je me suis orienté vers un BPGEPS au CREPS.
à Essay. Alors c'est quoi ça? Un BPGEPS, c'est un diplôme pour devenir... Pour les auditeurs qui, comme moi d'ailleurs, ne savent pas de quoi ils retournent. Un BPGEPS, c'est brevet professionnel de la jeunesse d'éducation physique et sportive. C'est un diplôme qui prépare à être éducateur sportif. Donc des éducateurs qu'on peut voir dans des collectivités territoriales, mais qu'on peut voir aussi dans des structures clubs pour faire du sport à tous ceux qui souhaitent en faire, jeunes, moins jeunes, etc. Donc voilà, c'est un BPGEPS. Sorti de ça, j'ai fait un diplôme universitaire optimisation. Alors, ça se fait sur combien de temps ce BP là? BPGEPS, c'était sur 10 mois. 10 mois donc en continu ou c'était... On était en alternance, et donc du coup mon premier terrain d'alternance c'était mon club de hand. Donc voilà, donc j'étais vraiment en structure, on va dire. Tu étais à moitié à l'école, comme beaucoup de brevets professionnels, et à moitié sur le terrain. Et à moitié sur le terrain, donc du coup j'avais la chance de pouvoir pratiquer auprès de publics différents. Et vu que moi c'était un BPGEPS mention handball, donc j'étais spécialisé déjà dans le hand, et ça me permettait donc du coup de pouvoir faire du hand à différents publics, ce qui m'a permis d'acquérir certaines expériences. Parce que sur ce brevet professionnel, il y a beaucoup de tu dis spécialisation handball, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de mentions. D'accord. Parce qu'il y a une mention. En fait, c'est des BPGEPS à mention. En fait, en fonction de la passion, enfin du sport auquel on est spécialisé, il y a plusieurs choix. C'est-à-dire qu'il y a des BPGEPS qui sont mention AG2F, qui s'appelle métier de la forme, pour devenir coach sportif en salle. D'accord. Les coachs qu'on peut voir accompagner ceux qui vont en musculation. Bien, ouais. Il y a des BPGEPS qui sont spécialisés dans le monde aquatique. Il y a pour la natation, etc. Et il y en a qui sont activités pour tous, où là vraiment on va acquérir une connaissance dans plusieurs sports sans être expert, mais on va pouvoir être un peu touche à tout. Tout public, quoi. C'est ça. Et on a les mentions handball, mentions sport collectif, etc. Très bien. Voilà. Donc, tu as fait ce BP. J'ai fait ce BP. Après ta licence en commercialisation. Après ma licence, c'est ça. Donc, j'ai un BPGEPS qui est équivalent bac. Donc, du coup, je suis revenu un peu... Tu avais déjà le bac, c'est pas pour le diplôme, c'était pour la spécialisation. C'était pour la spécialisation. Et après, j'ai passé un diplôme universitaire, donc du coup, optimisation de la performance sportive en lien avec STAPS. D'accord. Au Krebs aussi également. À Nancy, toujours. C'est ça, à Nancy. Ouais. Et puis suite à ça, j'ai passé le diplôme fédéraux en parallèle avec la Fédération française de handball, qui me permet d'être... Donc tu as eu toute une période, là, ces dernières années, très dense en termes de formation. J'ai toujours été formé. Même encore aujourd'hui, je suis en formation à titre fédéral, donc à la Fédération française de handball. Donc je suis à titre 5, c'est entraîneur des jeunes. C'est le plus haut niveau auquel un entraîneur peut avoir sur une catégorie jeune. Donc voilà, j'estime que on apprend toujours. Et tant qu'on peut être formé, il faut l'être. Et voilà, mon père m'a toujours dit forme-toi le plus possible tant que tu peux. Et voilà, donc je me suis toujours dit je vais suivre ce chemin. Et même encore aujourd'hui, je suis en formation en classe virtuelle. Et puis voilà, en module pédagogique une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines. Ça me permet de toujours garder un œil sur la théorie, sur la pratique, sur les différents partages d'expériences que je peux avoir quand je rencontre des cadres techniques ou même des gens qui sont en formation. Et ça me permet d'apprendre continuellement et de me remettre en question continuellement sur ma pratique quotidienne. D'accord. Donc en fait, l'enseignement que tu nous délivres là, c'est que réellement, quand on le veut et quand on aime ce que l'on fait, on peut trouver la voie pour vivre de sa passion. Oui, je pense. Il suffit juste de chercher un peu. Je pense que c'est à portée de tout le monde et je pense qu'on peut avoir vraiment... Alors peut-être pas de tout le monde, mais enfin de ceux qui le souhaiteraient. De ceux qui le souhaitent en tout cas, pardon. Et je pense que voilà, dès qu'on veut y mettre, entre guillemets, les moyens parce qu'on est vraiment passionné par ce qu'on fait, on peut réussir à trouver des leviers et ces leviers-là peuvent nous permettre de vivre de cette passion. Et en tout cas, moi en tout cas, j'y vis convenablement et ça me plaît. Et tous les soirs, je me couche avec la banane aux lèvres et tous les matins, je me lève avec la banane aux lèvres. C'est chouette. Donc c'est quelque chose que, en tout cas, je souhaite à tout le monde. D'accord. Donc tu es joueur de National 1 et tu as toujours été fidèle à ton club formateur. Ouais. T'as pas le chant des sirènes. Je suis parti quand on est redescendu une année en pré-national et qu'on était en National 3. Je suis parti dans un club qui était à l'époque en National 2 à Dieu-Loire. Donc maintenant c'est le nouveau. Ouais, c'était un très gros bastion de la Nationale fut un temps. Et aujourd'hui voilà. Et donc du coup je suis parti pour une saison au moins en National 2 là-haut et j'y suis resté que 2 mois sur la préparation estivale. Et l'ambiance, je suis revenu FISA.
dans mon club parce que l'ambiance n'était pas la même. Donc j'ai accepté de jouer 3 niveaux en dessous parce que je pouvais pas en termes de licence, il y avait des problèmes administratifs. Bien et donc sûr, du coup, je suis revenu hors période. Enfin voilà, c'était des complications. Et donc du coup, je suis revenu dans mon club. Et en fait, voilà, tout ce que je retrouve dans mon club, les valeurs familiales, les valeurs conviviales, le fait de se rassembler, la proximité entre les joueurs, les joueuses, les dirigeants, les bénévoles, je trouve que c'est quelque chose qui n'existe dans aucun autre club. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis revenu et je n'ai jamais quitté ce club. C'est admirable comme parcours. Ça me fait penser à un autre grand champion qui a fait 4 fois les Jeux Olympiques, qui est Pascal Thiébaut, et qui est en athlétisme, qui a toujours été fidèle à son club de la SPTT Nancy. Voilà. Bon, je referme la parenthèse, mais ça me fait penser à ces personnes qui ont, en fait, dans leur carrière, quand bien même ils aient des résultats, quand bien même ils auraient pu aller ailleurs, étaient très attachés ou à leur ville ou à leur club. Oui, c'est sympa. Donc, ton DU, le DU, tu l'as fait, donc une fois que tu as fait ton DU de préparateur mental et tes licences fédérales pour être entraîneur, donc aujourd'hui, tu es entraîneur-joueur. Je suis entraîneur, joueur, formateur, voilà, je m'occupe entraîneur, joueur, formateur, développeur, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de casquettes. Voilà, on essaye d'avoir des multicasquettes, je pense que la polyvalence est une arme aujourd'hui et un réel atout pour celui qui souhaite, on va dire, s'investir et être pleinement au fait de ses missions qu'il souhaite réaliser. Donc j'ai jamais voulu me fermer à différentes portes. J'ai toujours voulu en ouvrir d'autres. C'est ce qui m'a permis, donc du coup d'être multitâche. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Pour l'instant, ça me sert et j'apprends tous les jours. Donc je suis plutôt content. Mais oui, aujourd'hui, je suis chargé de développement à 50% sur la partie sportive, à 50% sur la partie commerciale, marketing, communication. Ce qui me permet, d'être vraiment polyvalent sur les missions que j'ai à mener au sein de ma structure. Là, c'est pour ton employeur principal, allons dire. C'est ça. Mais tu t'engages aussi, parallèlement à ça, au niveau des instances. Là, il me semble, tu m'arrêteras si je dis, si ma préparation n'est pas juste, tu es aussi engagé au niveau de la Ligue. Ça, la Ligue Grand Est de handball. Voilà. Je suis président. Tu as été élu, là. Je suis élu, je suis président de la commission communication, donc depuis maintenant 1 an, et donc ce pour un mandat de 4 ans. Et donc voilà, je suis président de cette commission-là, et donc du coup j'ai la charge de piloter toute la partie communication et les stratégies qu'on peut y mettre en place au niveau de la Ligue Grand Est de handball, donc qui gère 37 000 licenciés, une centaine de clubs, et voilà, trouver des leviers pour communiquer, pour rassembler, pour fédérer en tant qu'instance régionale, grande région. Et ça me permet aussi de rencontrer et de toujours allier dans le monde du handball ma passion et de trouver ces vecteurs de communication qui peuvent être les plus pertinents possibles. D'accord. Comment est-ce qu'on fait tout ça à moins de 28 ans? C'est quoi le secret de Romain Girard? Le secret, quel conseil il pourrait transmettre finalement à beaucoup qui quelquefois s'interrogent sur leur avenir professionnel? Le secret, je ne sais pas si c'est un secret, je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, le meilleur moyen de fonctionner, mais c'est peut-être une bonne organisation. Après, quand on est venu me voir pour intégrer la Ligue Grand Est, j'ai dit qu'en termes de temps physique, c'était compliqué pour moi d'en donner, parce que je suis déjà pas mal pris. Par contre, en termes de temps, sur des visios, sur des échanges de mails, des appels à passer, des rencontres à faire de temps en temps, c'était largement possible. Donc c'est juste une organisation de se dire, quel temps j'ai à donner à ça, et est-ce que ce temps-là, je peux le donner, et si oui, sous quelle forme je peux le donner. Donc je dirais juste que c'est une organisation, et puis c'est trouver savoir aussi s'entourer. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a un rôle et quand on a des responsabilités, il faut aussi savoir s'entourer, savoir déléguer et savoir que le travail peut aussi être bien fait par d'autres personnes. Et tant qu'on s'entoure bien, je pense qu'on peut allier plusieurs casquettes, plusieurs facettes et le faire correctement. D'accord. Ce que j'entends aussi, c'est que quand tu fais un choix, tu fais un choix qui est un choix calculé, finalement, en termes d'investissement temps, d'énergie, par rapport au rapport que ça peut apporter, ou à l'aide et au soutien que ça peut apporter. Oui. C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais.
Après, voilà, généralement, quand je fais quelque chose, je suis quelqu'un qui est perfectionniste, je suis sportif, donc on a cette capacité à être très rigoureux dans ce qu'on fait, à prendre à bras le corps quand on est impliqué dans quelque chose. Et je me refuse de ne pas faire un projet, de ne pas le mener à terme, ou alors au moins de ne pas avoir tout mis pour que ce projet arrive à terme, et après faire un bilan et de se dire, ok, ça a marché, ça a pas marché. Donc quand on m'a proposé ces postes-là, je les ai mûrement réfléchis, j'en ai discuté évidemment, et j'ai pesé le pour et le contre, un simple tableau avec des plus et des moins, pour se dire, est-ce que ça vaut le coup d'y aller, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai l'énergie, est-ce que j'ai l'envie de le faire. Et puis au final, on se rend compte que la colonne des plus est bien plus importante que la colonne des moins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on a... C'est-à-dire tu fais une sorte de matrice où tu te dis, tiens, c'est quoi le plus, c'est quoi le moins, est-ce que cette activité va pas me coûter trop cher en temps, en énergie, ou est-ce que ça va pas assez me rapporter, c'est ça en fait, ou ouais, c'est ça. satisfaction, après, pas uniquement en argent d'ailleurs. Non, mais on n'est même pas sûr de l'argent, puisque la Ligue, c'est bénévole. La Ligue, c'est bénévole, donc c'est vraiment à titre bénévole, à titre d'élu, donc c'est quelque chose que voilà, j'ai souhaité m'investir parce que on m'a proposé ça, et ça m'a fait plaisir. Et donc du coup, quand j'ai rencontré plusieurs personnes quand j'étais jeune, je me suis rendu compte que des gens donnaient sans compter. Pourquoi ne pas le rendre aujourd'hui quand voilà, j'arrive dans un âge où on peut mettre du temps, où on a de l'énergie, où encore les projets peuvent être multiples et variés. Donc c'est pour ça que je me suis dit vas-y, fonce, et puis on verra par la suite. Mmh. D'accord. Donc, ce que j'entends... Alors, est-ce que tu ne crains pas, finalement, aussi que on te regarde comme un homme jeune, dynamique, qui aime s'engager, qui a des résultats, qui fait les choses de manière passionnée? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un piège où on pourrait avoir une multisollicitation? Voilà. Je me suis déjà posé cette question, on m'a déjà fait cette remarque, bien évidemment, attention de ne pas être partout, parce que quand on est partout, on est nulle part à la fois. Non, c'était pas du tout dans ce sens-là. Oui, non, mais je sais bien, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, cette multisollicitation, en fait, je me pose pas la question de savoir si je n'arriverai plus à suivre dans tel ou tel rôle ou tel statut. Pour l'instant, ça marche, ça fait un an que ça marche. Je me dis pourquoi ça ne continuerait pas à marcher. Et puis voilà, le jour où vraiment je sentirais que c'est compliqué, que la charge est trop importante, l'intensité en est trop, faudra peut-être lever le pied, il faudra peut-être écouter son corps, écouter son état, son esprit aussi, et puis faire un rapide bilan et se dire ok, là il faut que je lève le pied quelque part. Donc où est-ce que je dois lever le pied? Et puis là, ce sera l'heure de prendre des décisions. Mmh. Mais pour l'instant, en tout cas, ça va très bien. Bon, tant mieux. Alors justement, en termes toujours de gestion de l'énergie, du temps, une journée type de Romain Gérard, alors on va rester sur la partie joueur, mais aussi sur tout ce qui est connexe, mais c'est quoi une journée type? Alors voilà, sans rentrer forcément dans le détail, mais... Non, le matin on se lève assez tôt parce qu'on se lève de bonne heure parce qu'on a pas mal de choses à faire, et donc du coup on entame sa journée de travail. Soit on arrive à mettre un peu de temps de travail pour son entreprise en début de semaine pour être après tranquille le reste de la semaine, soit on essaie de verrouiller un temps de travail sur le samedi matin où on est un peu plus tranquille, donc pour justement développer son entreprise d'à côté, son autre structure. C'est ça, à Beau Promo. Mais on va dire que c'est focus complètement sur le handball la semaine, avec un petit temps de travail sur à Beau Promo durant la semaine, donc ou en début de semaine ou en fin de semaine. Et puis on est tous les soirs, à part le lundi, on est en entraînement. Donc après ma journée de travail, vers 19h, on part à l'entraînement à 20h, 20h30. Ah oui. Et donc du coup on rentre chez soi, il est 21h30, 22h, 22h30. Et donc après on a un peu le temps de se poser, un peu le temps d'être avec ses proches, et puis on va se coucher. Parce qu'on est bien fatigué. C'est ça, parce qu'on est bien fatigué, et on se relève le matin sur une même sorte de routine. Et ça nous permet de vivre bien, de se coucher fatigué, mais de se coucher avec une bonne fatigue. Et cette bonne fatigue, je pense, est essentielle pour assurer, pour avoir entre guillemets une régularité dans la dimension physique, et de pas être fatigué et physiquement et mentalement. Alors forcément la fatigue physique est présente parce qu'on s'entraîne 3-4 fois par semaine, mais derrière c'est le focus sur le handball la semaine du travail, le côté entraînement le soir, et puis le vendredi soir est plus tranquille avec le samedi matin. Le samedi soir on a match, ou le dimanche on a match.
Moi, je coach le dimanche ou le samedi aussi en alternance, pardon. Et voilà, ça me permet derrière d'être assez voilà, de répéter ce schéma-là hebdomadairement parlant. Oui, alors ça évoque pour moi le rythme des sections sport-études en fait, c'est ça. Puisque moi j'ai eu le privilège dans ma jeunesse d'être en section sport-études avec justement à côté des... Moi, je faisais de l'athlétisme, voilà, mais il y avait la section sport-études qui était la section handball. Et effectivement, après leur journée de classe, de lycée, il y avait entraînement 4 fois par semaine ou 5 fois d'ailleurs. Ou 4 fois, je crois qu'il y a que le vendredi qu'il n'y avait pas entraînement. Donc, non, c'est ça. Moi, j'entraîne les U18 nationaux, donc qui jouent au plus haut niveau auquel ils peuvent jouer au niveau national, et ils sont en sport-études. Donc ils ont 2 entraînements de sport-études par semaine. Donc après le lycée à 17h jusqu'à 19h, et ils ont 2 entraînements en club. Ça fait 4 créneaux. Ils ont que le lundi ou le vendredi en coupure, et après ils vont jouer le week-end. Donc c'est ça. Donc on entraîne calcul à chaque fois. C'est ça. Ils ont leurs déplacements. Ils se déplacent quand même dans toute la région Grand Est, même jusqu'à Besançon, Paris pour certains, etc. Donc voilà, c'est une organisation à voir, mais on s'est rendu compte que quand on parlait à un handballeur ou une handballeuse qui avait suivi un cursus comme ça, quand elle allait chercher en post-bac un terrain d'alternance, un terrain de stage ou une école, elle était en haut de la pile parce qu'elle avait une capacité d'autonomie, une capacité de rigueur, une capacité de gestion de son temps, de gestion de l'effort et de compétitivité qui était, je pense, complètement différente par un élève lambda, sans critiquer aucunement ces élèves-là. Mais on s'est rendu compte que tous nos jeunes joueurs et joueuses étaient en mesure de suivre ces cursus-là. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on vend beaucoup quand nous, on fait la promotion de notre section sport-études. Parce que ils ont la tête bien faite et ils ont l'esprit bien fait. Absolument. Et au final, voilà, c'est des bons sportifs et c'est des bonnes personnes. Oui, absolument. Moi, j'ai le recul... je parle assez rarement de ça, mais j'ai le recul par rapport à mes collègues que je vois encore, parce que c'est des amitiés qui ont plus de 40 ans, finalement, mais on se voit, alors pas tous les jours, mais on s'entend, des fois on s'appelle, on se réunit, et tous ont finalement ont bien réussi leur vie professionnelle à des niveaux quelquefois impressionnants, alors que peut-être à la base, ils n'étaient pas dans le cursus ou la voie royale des études. Voilà. Bon, j'étais un cancre fini, donc voilà, donc j'ai pas trop mal réussi, me semble-t-il, en tous les cas. Revenons à toi. Donc, et parlons maintenant un petit peu de Abo Promo, parce que c'est aussi quelque chose qui est admirable. D'où vous est venue l'idée? Alors, tu nous l'as expliqué un petit peu lors du premier confinement, mais finalement, comment s'est faite cette association? C'est fait toujours dans le cadre du handball. D'accord, donc c'est avec 2 amis. C'est avec un ami du handball et un ami à lui que je ne connaissais pas avant. Mais voilà, c'est un ami du handball qui a 6 ans de moins que moi, qui a grandi dans mon club, qui est aussi... Donc lui, il a 22 ans. Alors, il a 22 ans, c'est ça. Un tout jeune entrepreneur. C'est un tout jeune entrepreneur. Voilà, il a grandi dans le milieu du handball, il arbitre de niveau national. Il travaille à la Ligue Grand Est en le développement du secteur arbitral sur tout le secteur Grand Est. Et donc du coup il est venu me voir en décembre dernier pour me dire: Romain, j'ai une idée, est-ce que tu pourrais me donner un coup de main sur telle ou telle chose? Je lui ai dit: explique-moi ton idée. Donc voilà, il avait cette idée de vouloir aider les commerçants locaux et surtout aider les étudiants dans un premier temps en cible prioritaire, mais aussi tous les Nancéens et les Nancéennes désireux de avoir des réductions, d'améliorer leur quotidien de vie en augmentant leur pouvoir d'achat. Donc je trouvais l'idée vachement intéressante et il m'a dit: moi Romain, j'ai besoin de toi parce que voilà, tu t'occupes d'une partie commerciale et tu réunis quand même beaucoup de chefs d'entreprise régulièrement au sein du Ville Handball, tu côtoies quand même pas mal de monde, et est-ce que tu pourrais me dire qui pourrait t'intéresser? Et moi je lui ai dit: écoute, plutôt que de te donner un carnet d'adresses, je peux, si tu veux, m'investir un petit peu de mon temps, et donc du coup si tu veux on peut s'associer et puis voilà, devenir
cofondé cette entreprise, et puis on s'y est mis à 3. Et parallèlement à nos activités professionnelles, on s'est dit voilà, on va essayer de monter un concept pour justement qui puisse prendre forme sur les années à venir, à moyen long terme, pour justement que ce soit un concept qui devienne une carte d'avantage numéro 1 sur Nancy, ou quand on décide d'avoir une carte à Beau Promo, c'est d'avoir des réductions dans tout type de commerce, qu'on aille chez le coiffeur, qu'on aille au restaurant, qu'on aille s'acheter des vêtements, qu'on aille souscrire à une mutuelle, qu'on aille acheter une voiture, enfin voilà, tout ça, tous les achats du quotidien qu'on peut faire très souvent ou plus ponctuellement, on puisse avoir voilà, des bons plans, des promotions, des réductions, organiser des jeux concours pour fidéliser, pour attirer. J'ai vu ça, il y a même une voiture à gagner, j'ai vu ça. Donc il y a une voiture à gagner parce qu'on s'est dit voilà, on a des idées, on est jeune, on a été toqué à la porte, on connaît un petit peu de monde, parce que connaître du monde c'est bien vaste, mais voilà, par nos connaissances, par notre réseau, on a réussi à trouver des petits leviers qui peuvent être sympas, et c'est vrai qu'aujourd'hui faire un jeu concours pour gagner une voiture, c'est quelque chose d'assez rare, et on voit que ça sur les réseaux sociaux où c'est des multimillionnaires qui mettent en place ça, et puis nous on s'est dit pourquoi pas nous, comment on peut le mettre en place, on l'a mis en place, et voilà, là le jeu concours va être prolongé pour laisser une petite période supplémentaire, et ça nous permet voilà quand on va discuter, alors les gens y croient pas forcément, mais au final non, on prouve que c'est bien réel, et que voilà c'est quelque chose qui peut être sympa. Donc voilà, des jeux concours qui vont d'une voiture à, on a fait gagner des AirPods, on a fait gagner voilà une tablette, donc forcément on s'oriente aussi vers notre cible prioritaire qui sont les étudiants, qui ont besoin aussi de ce côté un peu objet connecté, un peu de voilà, on offre aussi avec la voiture 1 an de permis, c'est-à-dire que celui qui n'a pas la possibilité de conduire, il a le permis offert avec un de nos partenaires justement, donc du coup un forfait 20 heures conduite. Donc voilà, on a décidé d'associer ça avec plusieurs partenaires, et on essaie de faire un melting pot des idées pour justement se dire voilà, pourquoi ne pas associer telle idée avec telle idée et les imbriquer ensemble. D'accord. Tu nous parles un peu du concept, parce que voilà, moi si je suis il y a une application, vous avez mis en place en plus une application, me semble-t-il. Donc à Beau Promo, c'est donc une carte d'avantage où monsieur madame tout le monde peut souscrire chez nous. C'est une carte virtuelle. Bon, on est en train de réfléchir à sortir des cartes physiques quand même, pour toucher encore davantage de monde, et puis pour parler un peu plus aux étudiants, mais donc c'est une carte virtuelle qui permet donc du coup où on souscrit à 20 € à l'année chez nous, et cet abonnement annuel permet de bénéficier de réductions de promotion dans tout type de commerçants à Nancy. Et il y en a beaucoup, on a à peu près là 65 enseignes, on espère monter d'ici décembre à 100 enseignes pour avoir voilà un panel assez important et imposant de structures, de commerce, et tous ces commerçants ont une particularité, enfin ont une singularité, c'est qu'ils sont commerçants locaux. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de grosses chaînes, on ne veut pas des célèbres enseignes qui sont omniprésentes partout en termes de com, en termes de présence dans toutes les villes, etc. On veut vraiment ces commerçants qui ont besoin aussi de visibilité pour leur donner un coup de pouce, et puis aussi pour leur dire voilà, ce que vous faites vous artisanalement ou dans le local, ça a aussi tout intérêt de se faire connaître par les étudiants qui vont graviter dans cette ville sur leur cursus de vie universitaire. Mais c'est pas uniquement réservé aux étudiants. Non, c'est aussi à monsieur madame tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc c'est aussi pour fédérer, pour aller voilà, les amoureux de Nancy qui aiment aller dans leur petit commerce préféré, c'est aussi leur dire voilà, vous avez des réductions, vous avez des promotions et des bons plans dans ces commerces-là, pourquoi ne pas souscrire chez nous, vous faites d'une pierre deux coups, vous soutenez un concept entrepreneurial, vous soutenez vos commerçants. Les 20 € à l'année sont vite amortis. C'est ça. Si on utilise 3 à 5 fois la carte, on fait une économie de 4 à 500 € par an. Donc, au final, payer 20 €, voilà, ça peut être rentabilisé en une utilisation de carte. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est pour nous, qui était pour nous un vrai leitmotiv de mettre une carte qui a un prix accessible, pour justement se dire, voilà, aujourd'hui, on propose quelque chose d'innovant, de fonctionnel, de fiable, et ça pourrait nous servir, et ça pourrait servir à tous les Nancéens et Nancéennes. Alors, je vais être un peu trivial. Le business model, parce que lancer une application, lancer tout ça, ça coûte un petit peu d'argent. Ça coûte un petit peu d'argent. Il en faut des gens à 20 € pour rentabiliser ça. C'est ça. Donc après, voilà, notre business model est simple. On se base sur du volume.
Donc plus le volume est là, plus nous on arrive à rentrer de l'argent. Après on a la chance de ne pas avoir de marchandises à vendre, donc de marchandises à acheter avant, donc on n'a pas de matières premières, on n'a pas de local. Le local c'est le siège, chez le siège du président, pardon. Donc on a un modèle économique qui est quand même assez atteignable, je veux dire, qui ne nous coûte pas énormément cher, mais par contre voilà, il faut qu'on fasse du volume pour que nous on puisse aussi derrière peut-être réinvestir. On a voilà la projection de, si on fait assez de volume, d'embaucher derrière pour voilà être aussi source d'emploi et d'insertion, et ça nous permettra derrière de développer d'autres choses, et pourquoi pas aller dans d'autres villes qui n'ont pas ces concepts-là. C'était un peu la question que je voulais poser derrière. À la base voilà, on sait qu'à Strasbourg ça ne se fait pas, donc on a l'idée d'y aller si ça marche bien à Nancy, mais pour l'instant il faut que ça marche bien à Nancy. Donc voilà, on est en train de mettre en place des choses, mettre en place certains leviers. On fera le point, je pense, en décembre, à 6 mois officiels de l'ouverture de la boîte, et ça nous permettra derrière de se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va ailleurs, et où est-ce qu'on va, et de se dire voilà, ça, on a un concept qui marche dans telle ville, pourquoi ne pas le décliner dans d'autres villes, ce qui serait pour nous quelque chose de bien. Quasiment le plus gros effet. C'est ça, je pense que le plus gros effet, on a eu la chance de faire la une dans les tablettes de Lorraine, où il y a une petite visibilité sur le côté commerçant. Maintenant voilà, faut qu'on arrive à toucher du monde dans tout ce qui est grand public, donc étudiants, étudiantes, monsieur, madame, tout le monde, et ça maintenant c'est notre gros travail sur les 2 mois qui arrivent. Alors justement, l'association A3, comment ça fonctionne ? C'est souvent, au départ, ça part d'une bonne idée, et puis on sait bien que c'est pas forcément simple, les associations. Il faut quelquefois beaucoup de maturité, des pactes d'actionnaires, des choses comme ça. C'est ça, donc... Et comment ça fonctionne là, à trois, comme ça ? Parce que j'ai compris que tu nous disais tout à l'heure... Bon, je m'en occupe, moi, le lundi matin, quand je suis au calme, ou le samedi matin. Ouais, c'est ça. T'as des plages, et comment ça fonctionne avec les autres collègues, finalement? On est répartis forcément au prorata du temps qu'on voulait y investir. Donc, le président y est un peu plus investi que les 2 autres associés, donc moi et mon collègue. Après voilà, on essaie de se réunir quand même 1 fois par semaine sur un créneau, une réunion hebdomadaire, ou au moins sur chaque quinzaine. Après voilà, on communique énormément via réseaux sociaux, où on s'appelle. On arrive toujours à trouver un temps pour au moins échanger 1 fois par semaine. Voilà, l'association, elle fonctionne bien. Après voilà, il y a toujours des hauts et des bas. Ils sont plus jeunes que moi. Moi, je suis un peu plus organisé, rigoureux. Donc il y a des choses où eux, ils sont un peu plus volages. Et c'est sûr que voilà, moi des fois, ça peut rentrer un peu en agacement. Après voilà, je suis conscient que aussi mon rôle est de cadrer les choses et d'apporter un cadre. Et eux vont rapporter des idées novatrices sur voilà tout ce qui est la projection vers le monde étudiant, parce qu'ils sont en plein dedans, ou parce qu'ils sont dans leur cercle aujourd'hui actuel avec des étudiants et ils vivent avec. Donc je trouve qu'on est complémentaires. Forcément, la complémentarité amène des fois aussi voilà quelques zones de discordance où on ne s'entend pas et où il faut mettre les choses au point, comme dans tout business, je pense. Voilà, après on a l'avantage d'avoir quand même des caractères où quand on met les choses au point, on passe très vite à autre chose, on n'est pas rancunier et on ne tient pas rigueur de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait. Donc voilà, on se projette, on est quand même focus sur les mêmes objectifs, qui est de développer notre enseigne. Et donc je pense que voilà, on est complémentaires et on arrive à s'entendre, même si des fois voilà, comme dans toute collaboration, il y a des mésententes. Mais voilà, s'il n'y avait pas de mésentente, c'est là qu'il y aurait entre guillemets un problème. Et donc non, pour l'instant ça se passe très bien, et pourvu que ça dure. D'accord. Tes projets, même si tu n'es pas obligé de tous nous les dire, tes projets dans l'avenir, comment tu envisages l'avenir, ta carrière de joueur, c'est pas un grand secret. Elle est très bientôt finie. Voilà, au plus haut niveau, elle va bientôt se terminer. C'est ça. Je crois que c'est toi-même qui l'as annoncé dans un article que j'ai lu, je ne sais où. C'est ça. Donc tu vas bientôt, et donc tu vas avoir pas beaucoup plus, mais un tout petit peu plus de temps. Est-ce que tu as d'autres projets d'entrepreneuriat ou... Pour l'instant, j'ai pas forcément d'autres projets d'entrepreneuriat. Non, voilà, donc comme je disais, c'est ma dernière année en National 1, parce que on se rend compte que le corps aussi nous dit des choses. Et après voilà, après plus de 24 ans à faire du hand quasiment tous les jours, à un moment donné, on est fatigué. Le corps nous le dit par des différents signaux d'alarme. Voilà, après aussi j'arrête aussi à ce niveau-là, parce que ma compagne n'est pas handballeuse.
qu'elle a accepté que je fasse cette passion-là, que je mène cette passion-là jusqu'au bout. Donc voilà, je vais essayer de boucler la boucle de la plus belle manière qu'elle soit en maintenant mon équipe, mon collectif en National 1. Mais aussi, j'arrête aussi en grande partie pour avoir un peu plus de temps aussi à lui consacrer, pour faire des voyages, pour voilà, avoir d'autres projets aussi personnels. Et ça me permettra voilà, d'être vraiment... de donner du temps à tout le monde et d'être et on va dire de n'oublier personne, parce que c'est ça aussi un de mes plus grands soucis, c'est de pouvoir satisfaire tout le monde. Et aujourd'hui voilà, je suis conscient que j'ai beaucoup donné dans ma vie handballistique et sportive. Je n'arrêterai pas le hand parce que c'est ma passion, donc voilà, je continuerai à en pratiquer, mais à beaucoup moindre échelle, à moindre intensité. Et puis derrière, voilà, j'essaierai de me focus sur mon temps perso et puis aussi mon projet entrepreneurial où je pourrais peut-être donner un peu plus de temps et développer d'autres axes. Et puis on verra de quoi demain sera fait. Mais en tout cas, s'il y a des opportunités, je saurai les saisir ou je saurai peser le pour et le contre pour peut-être y répondre. Comment tu gères la pression du quotidien, mais surtout la pression des grands matchs? C'est toujours une question qui est intéressante parce que là, tu nous parles de ta saison actuelle où tu es amené à jouer des matchs à fort enjeu, puisque toi-même tu fixes quelque chose par rapport à l'équipe, même si tu n'es pas tout seul, forcément vous êtes une équipe. Comment tu gères la pression à la fois des matchs sur le terrain, parce que le terrain... le hand, c'est pas juste un jeu sympa avec une petite balle ronde qu'on se passe comme ça. C'est quand même c'est très physique. Hein. Ouais. Voilà. On mesure pas à quel point ça l'est d'ailleurs. Hein. Demeurant, il faut vraiment jouer une partie à haut niveau pour se rendre compte combien c'est physique, ou en tous les cas le voir. Ouais, on peut y laisser des plumes des fois. Oui. Non, mais cette gestion de la pression, je suis pas un très grand stressé. Je me pose beaucoup de questions, mais ou du moins je ne me sens pas stressé. C'est-à-dire que j'ai cette capacité à relativiser énormément. Quand je vois d'autres comportements de mes proches ou de mes amis qui se posent des questions sur ci ou ça, j'arrive à relativiser énormément en disant est-ce que c'est vraiment grave, est-ce que c'est vraiment important. Et donc l'enjeu, forcément je l'ai, cette boule au ventre, ces papillons qui sont dans le ventre avant chaque match, je l'ai, mais je me dis au maximum d'essayer de transformer cette pression en bonne pression pour justement le rendre de manière la plus performante possible pour le groupe et pour le collectif. Donc te dire si je la gère bien ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas j'essaie de la gérer de la meilleure manière qu'elle soit. Mais voilà, je suis un vrai, je suis convaincu que si je veux avoir cette pression qui est bien gérée, et si je veux être performant, faut travailler. Et moi, c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi, c'est que j'adore l'entraînement. Venir m'entraîner, pour moi, c'est quelque chose d'hyper plaisant, et je donne tout à l'entraînement. Je suis perfectionniste, je suis perfectible parce que je sais que j'ai pas des qualités intrinsèques énormes physiquement parlant. Je saute pas haut, j'ai pas une vitesse de pointe à la Usain Bolt, je tire pas excessivement fort, mais par contre j'ai toujours aimé m'entraîner, j'ai toujours aimé comprendre vers où je voulais aller et vers quoi je voulais tendre. Et c'est cette rigueur-là à l'entraînement, cette intensité que je me mets à moi-même et que je veux transmettre aux autres, qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à jouer à ce niveau-là, et j'aurais moi-même jamais pensé pouvoir jouer à ce niveau-là un jour. Donc j'en suis assez fier. Je le dis rarement, mais voilà, j'en profite de le dire au micro aujourd'hui et de te le dire à toi. Mais voilà, aujourd'hui, je suis je pense un vrai travailleur là-dedans. Tu travailles beaucoup. Ouais, dans tout ce que j'entreprends. Et en fait, je mets tout en œuvre pour bien travailler. Voilà, même sur cette dernière saison où je pourrais lâcher un peu l'est, voilà, je m'entraîne avec un préparateur physique le lundi midi, je vais chez le kiné 2 fois par semaine. Particulier alors, du coup. Ouais. D'accord. Je vais chez le kiné 2 fois par semaine. Là aussi, voilà, toi-même, tu en termes de prévention, donc à 8h du matin. Pour éviter les blessures. C'est ça, pour éviter les blessures. Donc j'écoute mon corps, j'écoute ce qu'on me dit par les experts qui sont autour de moi, et pour justement faire la meilleure saison possible. Et ça, voilà, je l'ai compris. Et donc c'est en lien avec ce que je disais. J'ai su m'entourer, je sais m'entourer de bonnes personnes pour justement rendre le meilleur rendu possible. Il y a des fois où ça passe pas, parce que voilà, on est humain et que l'erreur est humaine. Après voilà, on se remet vite en question et on repart travailler, et on retravaille peut-être encore plus dur. Mais voilà, en tout cas, dans tout ce que j'entreprends, je suis un gros travailleur et j'aime pas l'échec, ou du moins tant qu'il n'est pas mesuré et tant qu'on ne comprend pas pourquoi. D'accord.
c'est très intéressant. Ça veut dire, d'où est venue l'idée de prendre ce préparateur physique particulier et habituellement, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut dans les clubs et d'aller 2 fois par semaine chez le kiné, ça t'est venu comment ça? Est-ce que c'est de tes formations ou est-ce que tu t'en es rendu compte que c'était bien pour toi? Je m'en suis rendu compte que c'était bien pour moi parce que je commençais à avoir des petits bobos un peu partout et qu'au final ces soins faits m'ont permis de prévenir certaines blessures, je pense, et d'apporter donc d'être régulier finalement. C'est ça, d'être régulier, d'avoir une régularité dans les objectifs que je me fixais et qu'on se fixait nous dans l'équipe. Le préparateur physique, c'est simple, c'est quand je me suis fait opérer du ménisque suite à une blessure en match, je me suis dit pour terminer ma carrière, il faut être au plus haut physiquement. Donc être conscient que il faut être encadré, il faut avoir en plus de tes entraînements, tu t'es rajouté une séance individuelle. Il faut avoir ce suivi-là. Donc cette séance-là, elle est calculée, elle est dite à mon coach, elle est dite aussi avec le préparateur physique du club, avec qui on discute beaucoup et c'est en lien. Et donc on met carte sur table et moi j'explique pourquoi j'en ai besoin et que c'est essentiel pour moi, pour mon équilibre. Et donc aujourd'hui c'est dans mon organisation personnelle, dans mon agenda où c'est calé, où c'est régulier et on ne déroge pas à la règle d'y aller à part cas exceptionnel. Ouais, je confirme que tu es très méthodique parce que lorsque nous avons fixé ce rendez-vous, il nous a fallu plusieurs temps pour arriver à trouver une date commune finalement, donc mais c'est bien. Alors une autre question liée toujours au sport et au sport de haut niveau, tu entraînes donc, là tu es de l'autre côté de la barrière, une équipe qui joue au plus haut niveau en moins de 18 ans. C'est ça. Alors la gestion de l'entraîneur, ça doit être de la tension nerveuse de l'entraîneur. Comment c'est? Parce que ça, le joueur, on peut comprendre, il a la boule au ventre les jours où il y a un match à fort enjeu, mais après tout, ça dépend de lui, de la gestion. Mais par contre, quand tu es sur le bord du terrain ou dans le vestiaire, et que ça ne tourne pas forcément comme tu imaginerais que ça puisse tourner, comment tu gères ça? C'est beaucoup d'analyse. Est-ce que tu es un entraîneur râleur ou tu es un entraîneur calme? Je suis calme, en fait, je suis râleur et on va dire je suis autoritaire et j'aime un cadre très précis, mais je sais expliquer pourquoi dans les 2 cas. C'est-à-dire que j'estime, et on me l'a toujours dit, quand il faut engueuler et mettre un cadre hyper rigoureux, je vais le mettre et je vais expliquer pourquoi. Tout comme je sais détendre l'atmosphère et je sais dire ok, là on peut y aller un peu plus light et on peut être un peu plus on va dire en dilettante, mais j'aime quand c'est bien fait, j'aime un cadre rigoureux parce que moi-même je m'impose ce cadre, donc forcément c'est difficile de prôner autre chose alors que nous-mêmes on n'est pas comme ça, mais voilà, je suis quelqu'un qui aime quand c'est bien fait, qui aime le travail bien fait et je suis pour on va dire aussi le partage et j'aime m'entourer aussi et j'aime communiquer dans le sens où ma vision ne sera pas unique et ne sera pas, on va dire, inchangeable. C'est-à-dire que le jour où on vient me voir et un jeune me dit là Romain, je comprends pas ce que tu fais parce que je n'y arrive pas, je vais écouter parce qu'au final l'acteur sur le terrain c'est pas moi, c'est lui. Donc j'essaie de me mettre à sa place et de me dire ok, lui ici il me dit ça, c'est qu'il comprend pas quelque chose et donc je vais essayer de tout faire pour changer. Donc il y a beaucoup de remises en question. En ce moment même on est dans une passe un peu compliquée avec les jeunes parce que on s'était fixé un objectif qu'on n'atteint pas du tout. On devait au moins sur les 5 premiers matchs là on devait au moins gagner 3, on en a gagné 0. Donc on est vraiment dans une passe compliquée et on est vraiment là, on va attaquer les phases retour où on va peut-être changer beaucoup de choses et au final c'est cette remise en question, donc plus d'analyse, donc ça veut dire un peu plus de travail vidéo, un peu plus de travail d'écoute aussi au niveau des joueurs. Est-ce qu'ils sont fatigués, est-ce qu'ils comprennent là où je veux aller, est-ce qu'ils savent vers où on veut aller, les écouter eux, savoir un peu comment ils se sentent et s'ils sont stressés, s'ils sont pas stressés, etc. Et c'est tout ça qui, je pense, à un moment donné va peut-être nous permettre d'avoir d'autres leviers et d'arriver vers un objectif in fine qui sera peut-être un peu plus cohérent avec ce qu'on s'était fixé en début de saison. Quels sont les mots quand on enchaîne comme ça les défaites dans le vestiaire à la mi-temps ou au début de match? Quels sont les mots que tu utilises? Les mots que j'utilise, c'est ne pas se mettre de pression. Ça reste toujours le côté mystérieux qui se dit dans les vestiaires. C'est ça, c'est mystérieux, mais enfin j'ai pas non plus de
enfin, je vais être transparent, mais aujourd'hui, j'essaye de dire que voilà, aujourd'hui, ça reste des joueurs de hand, des jeunes joueurs qui sont en apprentissage. Donc aujourd'hui, tant qu'on apprend, et même si c'est l'échec, comme on dit, hein, comme dit l'adage, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Donc c'est apprendre et savoir pourquoi on apprend, savoir pourquoi on fait des erreurs et qu'est-ce qu'on va chercher à améliorer. Et aujourd'hui, ce qu'on dit, et ce que je dis, c'est ne pas se mettre de pression inutile. C'est ok, on n'est pas dans les clous en termes de ce qu'on s'était fixé ensemble, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne et améliorer les comportements attendus au quotidien. Et voilà, j'ai un groupe qui vit bien, qui travaille bien. Maintenant, c'est en match, qu'est-ce qui se passe pour... Des fois, on n'a pas la solution à l'instant T, mais on essaye de trouver les mots, de trouver des leviers, des comportements qui montrent que c'est important de tendre vers ça pour justement avoir un objectif derrière commun un peu vers lequel se raccrocher et se fixer ensemble. D'accord. Donc tu arrives quand même, tu prépares pas forcément ton discours avant match ou après Si, match. je le prépare tous les jours, je me note sur un petit cahier 2-3 mots importants, même individuellement, je sais vers qui je dois aller voir avant le match pour dire voilà, j'essaye de savoir comment on fonctionne individuellement. On a la chance d'avoir un staff qui est à l'écoute de nos joueurs et qui on sait à peu près qui fonctionne, comment, lequel est fier, lequel est un peu plus timide, lequel est ça veut dire que tu as aussi une gestion des égos quand même. Ouais, bah c'est important. Puis c'est surtout ça dans un sport collectif, c'est la gestion de l'ego, la gestion c'est comment réussir à faire qu'un individu soit au service du collectif et performe là-dedans, parce qu'il y en a qui vont plus penser à leurs statistiques offensives, il y en a qui vont plus donner de leur temps et de l'énergie pour l'autre. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui c'est réussir à imbriquer tout le monde dans une même marche à suivre. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc là on est plutôt dans une phase où ça marche pas. C'est maintenant réussir à trouver des moyens et des leviers pour justement faire que changer les comportements des uns et des autres. Et le jour où on arrivera à ça, je pense qu'on aura gagné beaucoup de temps et beaucoup de choses. Et ça, tu l'as appris dans tes études, dans ton DU, ou finalement c'est l'expérience qui fait que... Il y a forcément des trois, je pense. On l'apprend parce que sur la théorie, et quand on a un retour d'expérience d'intervenants hyper qualifiés qui préparent des Jeux Olympiques ou qui ont préparé des Jeux Olympiques avec des athlètes, etc., qui nous expliquent comment ça marche, comment on périodise un entraînement, comment on calibre un entraînement, comment on parle à un athlète qui est en performance, qui est en contre-performance. On l'apprend et donc du coup c'est des choses qui nous parlent, et quand on est capable de le ressortir, on se rappelle de ça. On le lit aussi dans certains livres. Je suis pas un très grand lecteur, mais quand je lis des livres, c'est autour de cette psychologie du sport, ce genre de choses-là. Ça me permet, voilà, je suis assez friand de tout ce qui est partage d'expérience de tel ou tel coach, parce que pour moi c'est inspirant, et quand on est inspirant, on peut peut-être aussi inspirer à notre manière. Donc c'est ça, c'est aussi du vécu de moi en tant que sportif, comment j'ai géré certains moments. Donc il y en a qui me ressemblent peut-être, et quand moi je vais parler de ça, il y en a qui vont se rapprocher de mon approche là. C'est aussi tout ce que j'ai appris sur le tas aussi, parce que c'est aussi l'expérience en tant que coach, en tant que joueur, en tant que dirigeant, en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur. Voilà. Ah oui, t'as déjà beaucoup de casquettes. C'est ça. Finalement, sur la tête. Tu parlais de livres en disant je lis assez peu, mais je lis finalement des livres qui sont liés à mon sport ou au développement personnel. Mais justement, on arrive maintenant au terme de l'émission. Quel serait le livre que tu nous recommanderais de lire finalement pour peut-être aller dans le sens de la thématique finalement? Ouais, le livre que je recommande et qui m'a vraiment plu énormément quand j'étais en formation, c'était François Ducasse, c'était Champion dans ta tête. Champion dans ta tête. C'est Champion dans ta tête de François Ducasse. D'accord. Et c'est un livre qui va parler de différentes anecdotes de sportifs qui sont issus du monde individuel, donc comme Roger Federer. Ouais. Dans le tennis, tout comme Claude Onesta qui a brillé par le règne qu'il a fait sur les sports collectifs, qui est un modèle. Donc voilà, mais il y en a plein d'autres qui sont issus de l'athlétisme, du triathlon et tout ça. Et donc au final, Champion dans ta tête retrace la dimension psychologique, la dimension physique, la dimension technique et tactique, les quatre facteurs indéniables à la performance.
Et voilà, ça aborde vraiment dans quelle attitude on doit être, dans quelle manière on doit se comporter. Et je trouve que ce livre est très bien fait. Et c'est vrai que moi, je l'ai lu assez rapidement, alors que j'ai du mal à finir un livre quand je le commence. Et donc c'est pour ça qu'il me marque encore aujourd'hui. Et ça fait quelques années que je l'ai déjà lu. Ouais, d'accord. Merci Romain. Qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro c'est la question traditionnelle de l'émission. Alors, je vais recommander un partenaire du club que je côtoie depuis pas si longtemps que ça, depuis maintenant un peu moins d'1 an, mais avec qui quand j'échange c'est toujours bienveillant, toujours très proche des autres et qui donne aussi sans compter et qui allie je pense passion et métier, qui n'est je pense pas autant sportif que moi, mais qui allie passion et métier. Elle s'appelle Nadia Ayari. Elle est coach en stratégie de vie professionnelle et personnelle. Elle est indépendante. Elle a monté son entreprise qui s'appelle LDNA. Et moi, je pense que c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, avec qui je parle. Et quand je parle, ça pourrait durer des heures. Donc voilà, surtout et n'importe quoi. Donc non, voilà, si je recommande quelqu'un, ce serait Nadia Ayari. Merci Nadia, l'invitation est lancée. Merci d'être venu à ce micro, Romain. C'était un plaisir d'échanger avec toi et on sent toute la passion qui t'anime. Et encore une fois, j'étais ravi d'avoir quelqu'un en face de moi qui... et ça fait déjà quelques-uns que c'est la chance finalement d'animer cette émission qui allie la passion et son métier, ou qui plutôt de sa passion on en fait un métier. Je trouve toujours que c'est remarquable et c'est toujours plein d'espoir pour des tas de personnes qui s'interrogent en disant j'aimerais bien entreprendre mais je suis pas sûr, et finalement ça ouvre beaucoup de voies. Merci beaucoup, à bientôt. Tu as le mot de la fin, pardon, excuse-moi, tu as le mot de la fin. Merci à toi Laurent en tout cas, merci pour cet échange riche et au plaisir de se revoir en dehors du micro et en dehors du casque autour d'un verre pour échanger. Merci, à bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Stick it up, stick it up,